Le débat matinal avant donc d'installer bien évidemment les invités, on va justement présenter de quoi il sera question. Il a presque ou contre très peu d'attentes décliné son siège au Parlement au profit de son suppléant, le président du parti Union Progressiste, le Renouveau, le très brillant avocat et enseignant de droit Joseph Fifame Diogbenou est resté depuis silencieux sur cet acte posé, alors qu'on lui prédisait un destin tout en haut du perchoir. Il a choisi une autre voie, laquelle difficile de l'imaginer pour l'instant, en attendant qu'il ne puisse sortir de son mutisme et éventuellement mettre en lumière les raisons de ce choix hautement stratégique sans doute. Et bien, on se penche sur le sujet, bien évidemment, ce matin. Et puis en interactualité, le voisin du Nord saigne encore et toujours. Le compteur macabre continue de tourner au Burkina Faso. Plusieurs attaques attribuées à des groupes djihadistes dans le nord du pays ont provoqué la mort d'au moins 70 soldats burkinabés entre le 17 et le 19 février dernier. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Ibou essuie des sueurs froides. Comment sortir de ce carcan qui devient de plus en plus infernal? On s'y intéresse. Et au Nigeria, on votait ce samedi 25 février pour les élections présidentielles, législatives et sénatoriales, alors que le pays est frappé par de multiples crises tant économiques que sécuritaires. Pour le scrutin présidentiel, ce sont 18 candidats qui se sont présentés pour succéder au président Buhari, qui se retire après avoir effectué ses 2 mandats présidentiels. Évidemment, on en parlera. On en parle avec Francis Eloge Attadé. Bonjour et bienvenue, monsieur Attadé. Bonjour, Eman. Vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu une fois encore à notre invitation. Et en face de vous, Ange Banouin, journaliste, analyste politique, écrivain. Bonjour et bienvenue, Ange. Bonjour, Eman, et bonjour aux téléspectateurs. Merci d'être là ce matin. C'est moi. Et puis, à côté de vous, docteur Paul-Marie Ouessou, théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique aussi. Bonjour et bienvenue, monsieur Ouessou. Bonjour, Herman, et bonjour aux téléspectateurs. Merci donc d'avoir accepté notre invitation pour, évidemment, une fois encore, contribuer à la réflexion sur la matinale de la télévision nationale. Merci. Et on attaque avec le tout premier sujet. Francis Eloge Attadé, depuis évidemment les élections législatives du 8 janvier dernier, l'installation des députés qui a eu lieu quelques semaines plus tard, on a vu Joseph Fifame Diogbenou céder son siège au Parlement à l'honorable Orden Aladatine. Déjà, est-ce que pour vous, ce choix-là était prévisible? Non, mais écoutez, ça fait un moment que Orden et Joseph Diogbenou sont ensemble. Vous savez qu'en 2015, Orden était toujours le suppléant de Joseph Diogbenou. Et en 2016, à la faveur de l'élection du président Patrice Talon, Diogbenou est venu en tant que ministre de la Justice. Et c'est Orden Aladatine qui allait remplacer en fait Diogbenou au Parlement. Et puis en 2018, Diogbenou est devenu président de la Cour constitutionnelle. Vous savez qu'évidemment c'est en juin. Son mandat devait couvrir, je crois, juin 2018, juin 2023. Mais entre-temps, il a démissionné pour reprendre le chemin politique, là où il avait laissé. Mais il faut avouer évidemment qu'au niveau du Parlement, c'est une grande instance. Le président Diogbenou a peut-être beaucoup à faire en tant que président du parti Union Progressiste Le Renouveau. Et Orden Aladatine, vous savez évidemment qu'il a acquis de l'expérience en tant que président de la commission des lois. Donc je crois qu'il faut capitaliser cette expérience et puis aider le président Diogbenou à mieux gérer le parti UPR, mais aussi travailler au maillage territorial du parti. Vous savez évidemment que le président Moussou Bruno a fait ce qu'il pouvait, mais il faut maintenant donner plus de dynamisme, de push en fait. Parce que vous savez évidemment qu'il y a plusieurs partis qui sont allés en fusion avec l'Union Progressiste, au point qu'aujourd'hui, l'Union Progressiste se présente sur le paysage politique comme le parti, en fait, un mastodonte, parce que c'est l'Union Progressiste qui affiche la suprématie au sein de tous les partis, pratiquement, qui animent la vie politique au Bénin. Je sais évidemment que quand je parle de mastodonte, ça dirait un peu le docteur, qui est mon ami, avec qui j'ai fait beaucoup de débats, mais qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, quoi qu'on dise, et quel que soit le reproche qu'on ferait à l'Union Progressiste, il reste et demeure le plus grand parti, le parti qui a plus de députés, plus évidemment d'élus au niveau local, et c'est aussi le parti qui a, jusqu'à cette heure-ci, plus de ministres au gouvernement. Dans ces conditions, on peut dire, ubi et orbi, que Joseph Diogbenou gère en fait un parti important
il a encore beaucoup à faire, c'est pourquoi il a cédé sa place à Orden Aladati. D'accord. Alors, Ange Banois, est-ce que vous êtes de cet avis? La gestion du parti Union Progressiste Le Renouveau constitue, on va dire, un poids, presque un fardeau pour Joseph Diogbenou, au point où il se débarrasse de son siège de parlementaire qu'il a bien voulu confier à son ami de tous les combats, Orden Aladati. Merci, Eman. De ma position d'analyste, j'entrevois que sa posture actuelle révèle beaucoup plus d'un non-aboutissement, d'un plan, je ne dirais pas, qui a été vendu à l'opinion. Même si stratégiquement, la position de Joseph Diogbenou aujourd'hui peut se révéler être une position telle d'un cavalier dans un jeu d'échecs, parce que tout dépendra je ne dirais pas du positionnement qu'on aura souhaité pour pouvoir atteindre un objectif. Et quand vous prenez par exemple les grandes séries ou réalisations cinématographiques qui parlent du jeu au cœur du pouvoir, et mieux un pouvoir au cœur duquel plusieurs partis politiques sont nés, vous vous rendez compte que il y a toujours, comme on le dit, je ne dirais pas un acteur, sinon quelqu'un qui est souvent manœuvré au profit, je ne dirais pas des intérêts non seulement inavoués et inavouables, mais plutôt à dessein. Dans la mesure où l'avènement sur scène politique avec en griffe une démission dans une certaine mesure stratégique de la Cour constitutionnelle pour se retrouver candidat en liste, cela augurait au sein de l'opinion une reprise de flambeau de Maître Joseph Diogbenou pour se projeter dans l'avenir par rapport à certaines perspectives. Et lorsqu'on prend par exemple la perspective de 2026 qui passe forcément par 2023, année où nous sommes, année au cours de laquelle il y a eu ces dernières législatives, c'est que de façon stratégique, un chef de file d'un parti politique, c'est-à-dire un président d'un parti politique ou son secrétaire général, qui a des ambitions aussi majeures que celles qui peuvent aujourd'hui être lues dans le repositionnement, dans la carte politique du Bénin, c'est que ce dernier a forcément un rôle majeur à jouer au sein de l'hémicycle. À défaut d'être membre en tout cas d'une fonction politique au sein du gouvernement, qui puisse lui donner les coups de franche de se faire valoir. Parce que lorsque vous prenez par exemple la plupart des partis politiques qui, en ne sont pas soit au pouvoir ou pour le moins ont un président au pouvoir, c'est que le jeu se joue entre un acteur clé du gouvernement, peut-être qu'il pourrait avoir du jour au lendemain un remaniement ministériel, et l'autre chose, c'est que soit ce dernier-là, il est chef c'est-à-dire chef d'un groupe parlementaire ou président de l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, si deux cadres semblent être grillés, c'est-à-dire la présidence du Parlement et celle du groupe parlementaire UP Le Renouveau, c'est que la seule carte qui reste aujourd'hui à jouer pour Maître Diogbenou pour se remettre en selle, loin s'en faut, en ce qui concerne la présidence de son parti, qui aujourd'hui peut le porter en avant comme une figure politique, ce serait une fonction au cœur du gouvernement qui va le remettre de plein au devant de la scène. Dans la mesure où c'est très difficile pour un chef de parti politique, quand on sait non seulement, je ne parlerai pas de moyens, mais aussi de la fluctuation de l'actualité politique, de se faire braquer sur lui, je ne dirais pas à dessein, les caméras, et mieux d'être au contact de l'opinion de façon fortuite, sans qu'on ne sente une politisation à outrance, que lorsqu'il est au cœur d'un système officiel comme le Parlement, qui lui permet de rentrer, je ne dirais pas dans l'intimité des populations, de leur faire écouter son opinion, ses visions, qui commencent par nourrir en eux, pour faire travailler en eux leur, je ne dirais pas assentiment, à son endroit, ou dans une fonction gouvernementale, où il joue des cartes qui font de lui, forcément, pourquoi pas, un joker de luxe. Alors, Dr Paul-Marie Ouessou, entre 2015 et 2021 ou 2023, Joseph Diogbenou a quand même connu une ascension fulgurante. On le sait, brillant avocat, on le sait, brillant enseignant de droit à la FADESP. On le connaît, un grand activiste aussi, on l'a vu par le passé, bien évidemment, à l'œuvre. Et puis, en quelques années, il a connu une ascension fulgurante, député, ministre du gouvernement, président de la Cour constitutionnelle. On s'imaginait bien qu'un poste de président de l'Assemblée nationale serait un peu comme l'aboutissement de ce parcours-là en ce laps de temps. Et puis, il y a un peu comme cette cassure-là qui intervient. Est-ce que vous faites la même lecture, une cassure dans cette progression-là du brillant intellectuel que constitue Joseph Diogbenou? Bon, ben écoutez, si nous parlons de Joseph Diogbenou, c'est parce qu'il est
il est une figure politique. Donc nous ne parlons pas de Joseph Tchorbenou en tant que personne et en tant que maître. Joseph Tchorbenou. Mais les deux vont de pair. Non, c'est la figure politique. Cette assise politique ou cet ethos élogieux qu'il a presque aujourd'hui, en tout cas qui lui confère une certaine assise dans la politique, il le doit aussi à son parcours. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, celui dont nous parlons ici, c'est l'homme politique. D'accord, allez-y pour votre Voilà. argument. Alors, donc, moi, je voudrais dire, est-ce que le fait de démissionner de la Cour constitutionnelle pour aller à la tête de UPR, c'était un progrès? Et après, maintenant, de vouloir aller à l'Assemblée nationale, et d'être à la tête de l'Assemblée nationale, est-ce que c'est un progrès? Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Mais plutôt, moi, je veux simplement le figer dans le rôle dans lequel il est actuellement, ne pas lui donner un rôle qui va venir ou qui n'est pas venu, hein, et voir que même dans ce rôle, moi, je le méconnais. Je le méconnais parce que vous avez parlé de son activisme quand il n'était pas encore dans l'activité politique. Et quand il est venu dans l'activité politique, on connaît son activisme également quand il était dans l'opposition, où il intervenait, il parlait, il nous faisait voir une certaine vision du Bénin qu'il avait et qui disons, a recueilli l'assentiment de nombre de Béninois dans le temps. Mais depuis qu'il est entré dans les institutions, donc devenu ministre, on a comme l'impression que il perçoit son rôle autrement, c'est-à-dire qu'un ministre ne doit pas beaucoup parler. Je peux être d'accord avec ça. Ensuite, président de l'Assemblée de la Cour constitutionnelle, un président de la Cour constitutionnelle tenu à des réserves, donc ne doit pas beaucoup parler. Je comprends cela. Maintenant, il est devenu président d'un parti politique. C'est le premier rôle d'un président de parti politique, c'est de parler. C'est de nous dire, moi je veux comprendre. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de réformes qui ont été déjà faites, beaucoup de réformes qui sont encore en cours, mais les réformes nous amènent vers quel Bénin? Moi, je veux comprendre cela. Parce que jusque-là, moi, je ne vois pas encore... j'ai entendu dans le journal beaucoup de monde, développement. Mais moi, je veux comprendre. D'ici là, quel Bénin aurons-nous? Je ne vois pas encore venir le Bénin qui est dans nos têtes, chacun de nous, en tant que Béninois, en tout cas, dans ma tête à moi. Et je crois que le rôle d'un chef de parti, c'est de nous expliquer et de nous dire... lui, ses rêves, où est-ce que le parti va nous amener, ou bien, puisque le parti soutient l'action du gouvernement, où est-ce que le gouvernement nous amène d'ici 10 ans, où est-ce que nous serons avec tout ce qui se fait, et bien sûr, vous vous rappelez, le président de la République nous a promis que pour ce mandat, ce sera démocratie, liberté, et gouvernance. Bonne gouvernance, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que ça se traduit dans les faits et comment nous pouvons voir ça? Moi, j'attends d'un parti politique, et puisque c'est le rôle d'un parti politique, des partis politiques au Bénin, que les partis politiques qui soutiennent l'action du gouvernement nous disent comment cette promesse-là se traduit dans les faits au quotidien. Et jusque-là, moi, je ne vois pas ça. Et donc, dans le rôle qui est le sien actuellement, Joseph Tchorbenou, pour moi, n'est pas encore à la hauteur. D'accord. Alors, Francis Eloge Attali, on a vu Joseph Tchorbenou lors de sa démission donc, de la Cour constitutionnelle, quand il a organisé cette conférence de presse, ce point de presse avec les journalistes. Il disait justement que cette fonction de président de la Cour constitutionnelle ne lui permettait plus, ou du moins ne lui permettait pas d'être très actif sur la scène politique. Et donc, il veut prendre cette distance vis-à-vis de cette fonction hautement, je vais dire, hautement importante que lui confère la présidence de la Cour constitutionnelle pour retrouver, pourquoi pas, sa liberté de simple citoyen, de simple militant d'un parti politique, pourquoi pas devenu président par la suite, afin d'avoir beaucoup plus d'amplitude dans le monde politique, dans l'action, dans le champ politique. Aujourd'hui, on est quelques mois ou bientôt un an qu'il a quand même démissionné de la Cour constitutionnelle. Pour autant,
Joseph Diogbenou n'a pas, voilà, n'est pas encore très percutant sur la scène politique. Oh ben c'est vous qui le voulez plus percutant, en fait. Il faut avouer qu'en valeur intrinsèque, c'est un cadre. Il nous a habitués à mieux, en fait. Il nous a habitués à mieux. Mais oui, écoutez, j'ai retenu de sa conférence de presse deux choses. La première, c'est qu'il a fini sa mission à la Cour constitutionnelle. La seconde chose, c'est qu'il veut renouer avec l'activité politique là où il a laissé sur le terrain. Alors, la première chose, en fait, qui est vraie, c'est que Joseph Diogbenou est l'avocat personnel du chef de l'État. Entre Talon et lui, ils sont un tandem, il y a des complicités. Et vous savez que le chef d'État, devenu président de la République, c'est lui qui distribue les rôles. Donc tous ceux qui accompagnent en fait, le chef d'État s'attendent à ce que le chef d'État leur indique la feuille de route. Donc chacun est missionné pour accomplir ce nombre de choses. Et Joseph Diogbenou, je crois, il a été ministre de la Justice parce qu'on l'a missionné parce que c'est le chef d'État qui identifie et qui répartit les rôles. Après, il a porté conseiller à la Cour constitutionnelle via l'Assemblée nationale et puis il a fait président de la Cour constitutionnelle. Bon, après, je crois que Diogbenou, il a dit avoir fini sa mission à la Cour et il est allé renouer avec l'activité politique sur le terrain. Il a pris la direction, évidemment, de la présidence du parti UPR. Je crois qu'il faut bien le comprendre. Il est respectueux des principes et c'est salutaire, il est loyal. Et à ce titre, je crois que c'est un bon cadre. Deuxièmement, écoutez, nous sommes dans la dynamique, dans la dialectique, j'allais dire, de la parole et du silence. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut parler, il faut savoir aussi se taire. Si la parole peut être conseillée et qu'on peut recommander comme un droit, une jouissance naturelle pour tout le monde, mais on peut aussi prescrire le silence par moment, parce que ça permet évidemment de faire l'introspection. Et puis, à l'issue de ce grand rendez-vous électoral, il est bon qu'il se taise pour faire le point. Je l'ai vu dans l'hypercommunication, quand il a pris la présidence de l'UPR. Vous savez, il faut communiquer certes, mais parfois il y a une médiatisation, je crois, à outrance, c'est ça qu'on appelle l'hypercommunication. J'ai lu souvent ces messages en tant que président de l'UPR, et j'ai compris qu'évidemment, il a mis le cap, évidemment, sur les échanges qu'il doit avoir entre les lecteurs, en fait, entre les citoyens et le parti, parce que, entre autres missions dévolues au parti, c'est que le parti doit servir de relais entre les populations et les pouvoirs publics. Mais aussi, le parti doit former pour des missions républicaines, en fait. Donc, je crois qu'il s'est investi dans ce rôle. Actuellement, à l'issue, évidemment, des élections du 8 janvier, on ne l'a plus vu trop dans la communication. Non pas parce qu'il n'y a pas un travail qui se fait, il y a un travail qui se fait au sein du parti, parce que les structures du parti, la coordination est là, et il y a peut-être un bilan qui se fait, il y a en fait un point de l'activité qui se fait pour que de nouvelles perspectives soient dégagées. Je voudrais à l'occasion profiter pour répondre à mon ami, mon cher ami professeur, qui a estimé qu'il a entendu beaucoup parler de développement à travers les organes de presse et à travers vos canaux. Mais écoutez, le chef de l'État a mis le cap sur le développement. Il a fait l'option des réformes. Courageuses, parce que réformes difficiles et courageuses, mais qu'il a mise en œuvre progressivement avec un leadership fort. Parce que le président Talon a un leadership centré sur le courage et sur l'audace. Et courageusement et audacieusement, il a mis en place des réformes difficiles qui l'ont rendu quasiment impopulaire aux premières heures, mais qui ont fini par être acceptées parce que l'adhésion se fait autour des principes maintenant. Et ces réformes, qu'on le veuille ou non, ont induit des changements puisque nous avons des clientèles rassurants. Parce que la grosse réforme, c'est le changement de mentalité qui est en cours. Aujourd'hui, les citoyens béninois n'abordent plus la chose publique comme ça se faisait il y a encore quelques années. C'est vrai que ce n'est pas parfait en fait, parce que nous sommes sur le chemin de la perfection. Et la perfection, évidemment, vous savez que c'est un long chemin. Il faut saluer évidemment les orientations qui se font. J'ai vu l'activité gouvernementale et je peux vous dire honnêtement que tel que ça fonctionne aujourd'hui, ça me réjouit. Vous savez qu'au niveau, par exemple, du ministère du Plan, il y a le e-government. En fait, ils ont créé un site, une plateforme qui permet à tous les ministères sectoriels de déposer en fait un certain nombre de travaux de compte rendu. Puisque le gouvernement a, je vais citer, des dossiers prioritaires, des réformes et des programmes et projets, des programmes budgétaires, mais aussi des projets à suivre. Il y a des indicateurs aussi. Ça permet de faire un meilleur suivi de l'activité gouvernementale. Aujourd'hui, je peux vous rassurer qu'au niveau du ministère de Abdoulaye Tchane, un suivi méticuleux se fait et des comptes rendus
sont faits parce qu'il y a des synthèses, évidemment, des différents rapports qui viennent sur la plateforme au chef de l'État. Si c'est 30 pages que le ministère envoie, c'est à réduire en 2 pages pour que le chef de l'État ait de façon synthétique le contenu, évidemment, des rapports pour décision à prendre. Donc, il y a un travail sérieux, scientifique, technique qui se fait dans la perspective de faire du Bénin un pays hyper développé. Vous savez, évidemment, nous avons des outils. Aujourd'hui, il est clair, parce que le professeur sait que nous sommes dans la dynamique de la mise en œuvre des ODD, Agenda 2030. Il y a l'agenda de l'Union africaine, 2063. Il y a aussi le grand programme Bénin Lafia. Il y a le PAG 2021-2026. Donc, il y a des outils, en fait, qui permettent d'aller progressivement vers l'horizon que nous sommes définis, faire construire un Bénin démocratiquement assis, construire l'état de droit, il faut renforcer l'état de droit, les acquis démocratiques, promouvoir les libertés publiques et faire en sorte que les réformes que nous engageons, notamment pour assainir la vie politique, puissent permettre évidemment d'avoir des acteurs responsables soucieux du développement du pays. Et je crois qu'il y a une démarche, il y a une marche, et il y a une méthode qui est en cours. Et vous voyez qu'ils sont en enseignement supérieur. Aujourd'hui, le chef d'État a mis en place un organe, la DCE, la délégation contrôle et analytique. Et le souci, c'est, vous savez, vous et moi, on ne va pas se cacher les secrets de couvent. Vous savez évidemment qu'au niveau supérieur, on reprochait l'absentéisme, le harcèlement, le plagiat, parce qu'il y a des enseignants supérieurs qu'il ne faut pas de recherche, et entre eux-mêmes, il n'y a pas de coopération en tant que tel. Parce que quand vous consultez la bibliométrie scientifique, vous voyez que les enseignants supérieurs produisent moins, et ils sont toujours en partenariat avec les enseignants de l'extérieur étrangers et des structures étrangères. Entre eux-mêmes, il n'y a pas de coopération pour des productions, la coproduction scientifique entre Béninois. Bon, aujourd'hui, on va ouvrir avec, plus tard, avec si les grosses réformes, il faut avouer que dans tous les secteurs sont touchés. D'accord. Et c'est rassurant. Donc le développement est en marche. Nous allons quelque part. Et je voudrais aussi rappeler que, en fait, un des aspects qui me paraissent importants à souligner, c'est qu'aujourd'hui, l'activité politique est une activité majeure au Bénin et qui est en lien avec le développement économique et social, est aujourd'hui reconnue comme une activité assainie. Parce que n'importe qui ne peut plus aller en politique, n'importe qui ne peut pas se prévaloir d'être un acteur politique sans se mettre dans les réformes qui sont en cours pour faire du Bénin un pays mieux gouverné, mieux géré. Alors, M. Attali, si vous permettez, on va recentrer le débat ou le forum de discussion sur la préoccupation fondamentale du jour, qui est celle liée au silence de Maître Joseph Diogbenou, pour l'instant président donc, du parti Union Progressiste, le Renouveau. Pensez-vous justement que c'est le fait parce qu'on lui avait prédit un destin au perchoir, est-ce que vous pensez que finalement, dans les tractations, le fait de vouloir reconduire Louis Gbagbo Vlavonou a quelque peu freiné son ambition, d'accord, d'aller siéger au Parlement? Parce qu'on s'imagine, quand on a déjà été au Parlement, quand on a déjà fait presque toutes les classes dans la politique, en tout cas en si peu de temps peut-être, mais quand on a fait toutes les classes en si peu de temps, on peut être en mesure de réclamer une fonction qui nous ressemble, une fonction que l'on n'a pas encore occupée, qui est celle du numéro 2 donc, de l'État, enfin, du pays, qui est le président de l'Assemblée, que constitue la présidence de l'Assemblée nationale. Et puisqu'il n'a peut-être pas eu cette assurance d'être au perchoir, il a simplement décliné l'offre. Évidemment, écoutez, les gens ont tendance à faire des réflexions faciles et on prête des intentions en fait au président Diogbenou. Je ne vais pas me lancer dans des élucubrations. Je sais évidemment que c'est des conjectures que nous faisons. On estime évidemment que ce serait bien qu'après avoir gravi les échelons, qu'ils puissent être portés au perchoir de l'Assemblée nationale. Ça, c'est nous qui le souhaitons. Mais le président Diogbenou est au service d'un leader qui distribue les rôles. Et j'estime évidemment qu'il a peut-être mieux à faire ailleurs que d'aller au perchoir. Dans la démarche, pour le commun des Béninois, il y a une fixation, il y a une focalisation sur Diogbenou en tant que président de l'Assemblée. Et certains sont jusqu'à dire que c'est un désespoir de cause. C'est parce qu'évidemment, on a porté le choix sur le président Louis Vlavonou pour la continuité, que le président Diogbenou aurait démissionné, laissé sa place
Non, c'est des suppositions, c'est des supputations. Il vaut mieux qu'on sorte de ce cadre et que scientifiquement, on puisse apprécier qui distribue les rôles. En fait, même pour être qualifié, pour aller sur une liste, pour être soumis à la ratification populaire, il y a quand même quelqu'un qui vous choisisse. Il y a quelqu'un qui vous choisit, il y a le parti qui vous choisit. Mais le parti, évidemment, accompagne un leader. Et, qu'on le veuille ou non, il y a une médiation qui se fait, un arbitrage qui se fait pour que des noms soient retenus sur des listes. Donc, si vous êtes au service du président Talon, de la gouvernance Talon, vous êtes obligé, évidemment, d'attendre qu'on vous distribue les rôles. En gros, êtes-vous en train de dire... Par contre, ceux qui sont... Est-ce que vous êtes en train de dire que la posture actuelle de Maître Diogbenou est celle donc, du leader qui l'accompagne et non sa propre volonté? Oui, je crois évidemment qu'il est loyal parce que la loyauté, c'est ça qui fait. Et selon vous aussi, il devrait faire sa volonté, ça doit être quoi? Oh, mais s'il doit faire sa volonté, c'est qu'il va désobéir en fait à son maître. Et vous savez évidemment que la désobéissance, ça peut être traité d'insubordination. D'accord. Ange Banouin, être président du parti Union Progressiste ne constitue-t-il pas une activité à part entière, pourquoi pas beaucoup plus prestigieuse même qu'un fauteuil ministériel? Parce qu'on parle là quand même du plus grand parti au révélateur des résultats des législatives de 2023. On parle là du plus grand parti politique du Bénin qui compte 53 sièges au Parlement. J'ai envie de ne pas réclamer avoir autant de temps pour m'épancher sur certaines questions lorsque je prends le développement de M. Attali. Dans un premier temps, lorsqu'il parle, par exemple, du rôle assigné par le chef de l'État qu'il distribue à ceux qui ont été ses proches, et quand je fais ce rapprochement avec la position de M. Joseph Diogbenou à la Cour constitutionnelle, cela nous emmène dans une posture non constitutionnelle conformément au rôle de président de la Cour constitutionnelle qui normalement est appelé à être au-dessus de la mêlée et même avoir une retenue en termes d'activité politique, donc pour véritablement être non seulement parti, mais plutôt arbitre. Et lorsqu'on revient par exemple sur son silence évoqué, au-delà de sa communication, son entrée en liste, c'est-à-dire l'annonce de sa démission, a repositionné son parti politique dans une certaine synergie avec l'opinion à travers ces messages que M. Attali a évoqués. Mais ce qui s'est passé, c'est que même au-delà des messages, c'est qu'il y avait même eu un journal du parti. Et abracadabra, au lendemain des élections, en dehors même de la rencontre avec les élus qui a été non pas trop médiatisé, mais tout au moins, donc quelques éléments ont filtré, c'est que il y a aujourd'hui un silence assourdissant qui, mis ensemble avec le non-positionnement de Joseph Diogbenou, je ne dirais pas positionnement, tout au moins, le fait qu'il ne soit pas, suivant les annonces aujourd'hui, non seulement au Parlement, et mieux encore, président de l'Assemblée nationale, plonge l'opinion dans une certaine incertitude. Incertitude comment? Incertitude dans la mesure où, lorsque je reviens à votre question, c'est que incertitude dans la mesure où être président d'un parti politique ne se limite pas à gérer le parti politique de façon administrative. C'est pour cela que dans un parti politique, il y a des fonctions administratives. Maintenant, la fonction politique et éminemment politique d'un parti politique se gère par le président du parti politique. Et c'est là où la présence de Joseph Diogbenou, dans un lieu hautement politique, est je veux dire, indubitablement nécessaire pour non seulement l'animation de la vie politique, et mieux, je pourrais même dire que cela transparaît déjà un peu lorsqu'on voit un peu comment est-ce que se joue le jeu politique de la mouvance au cœur du Parlement. Qui, lorsqu'on voit par exemple la désignation de certains des présidents de commission, sinon des membres des commissions, ce qui m'a semblé comme un flop, dans la mesure où on s'attendait à voir quelqu'un qui a de l'ambition, de la dynamique, de la gestion, qu'on puisse avoir du tout ficelé. C'est-à-dire quoi? On a tendance aujourd'hui à croire que au Parlement, la majorité n'est pas encore dans, je ne dirais pas l'unanimisme, mais dans l'unanimité. Alors qu'il fallait quelqu'un pour fédérer ce ferment. Et c'est un chef de parti politique, parce que c'est lui qui manage, qui distribue les cartes. Tout porte à croire aujourd'hui... Est-ce qu'il a besoin d'être au Parlement pour jouer ce rôle? Forcément, il a besoin d'être au Parlement. Oui, il a besoin d'être au Parlement. Soit il est au Parlement ou... Parce que c'est au Parlement que se joue le jeu politique. Parce qu'il a vendu une vision aux populations en allant sur le terrain. Et c'est là où les populations attendent. Est-ce que les décisions de la majorité présidentielle au Parlement peuvent-elles se prendre sans l'aval donc du chef du parti? Et c'est là évidemment que lorsque M. Attali évoque... Est-ce qu'il n'a pas opté manœuvrer plutôt dans l'ombre? De mon fort intérieur, je pense que ce n'est pas une option, c'est une imposition. C'est-à-dire que le fait de s'être imposé à lui, face à certaines choses, certaines velléités,
certains contestent le contexte d'un certain Vlavonou qui se retrouve aujourd'hui être, je ne dirais pas une panacée peut-être pour la mouvance au Parlement. Mais sur le plan politique, en termes de vision et de stratégie pour le parti, c'est là que se pose. C'est là où peut-être lorsque M. Attali parle du jeu des acteurs, le rôle qu'on confie à un acteur, c'est là véritablement que cela transparaît. Sans quoi, s'il s'agissait véritablement de la mise en exergue ou bien en perspective du parti, je pense que c'est là qu'on devait voir le rôle éminemment politique du président du parti qui, dans une posture de vision vendue aux populations, doit déjà même commencer au-delà de la déclaration de conditions du groupe parlementaire, qui pour moi n'est qu'en filigrane, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées pendant la campagne. Il y a par exemple des lois qui sont appelées à être revues. Il y a par exemple des situations d'ordre politique. Et jusque-là, bientôt, nous serons à 1 mois après les élections, mais le parti de la majorité, sinon le parti de la majorité présidentielle, qui a le plus de députés et que, suivant les résultats officiels, porte à croire que ce parti a reçu l'assentiment de la population, aujourd'hui centre à faune, parce qu'on ne le voit pas sur les préoccupations que ce parti-là a évoquées sur le terrain jusqu'alors. Et c'est l'opposition qui aujourd'hui, je ne dirais pas malheureusement, mais fort heureusement pour ceux qui l'attendent, est en train d'évoquer des questions qui préoccupent les populations. D'accord. Alors, monsieur Dr Paul-Marie Ouissou, est-ce que Joseph Diogbenou ne doit pas des explications à ces militants en réalité, ou à la vérité, c'est qu'il y a quand même une forte... parmi les élus, les populations de la 15e circonscription électorale qui ont voté pour lui, de la 16e circonscription électorale qui ont voté pour lui, ils s'attendaient pourquoi pas éventuellement à ce que Maître Joseph Diogbenou soit au Parlement. Finalement, il a décliné l'offre et a préféré laisser partir son suppléant. Il serait quand même de bon ton dans un exercice de reddition du compte d'aller parler à ces mêmes militants pour leur dire, écoutez, si j'ai essayé de laisser mon suppléant partir à l'Assemblée nationale, c'est pour telle et telle autre raison, et c'est parce que je suis dans telle et telle autre dynamique. Pour l'instant, on ne l'a pas encore vu dans cet exercice pédagogique. Oui, mais c'est de cela que je parlais. Et je m'étonne que mon ami Francis prône ce que j'ai dit ici la dernière fois, c'est-à-dire une démocratie du secret. Et on ne peut pas faire la politique dans le secret. La politique dans un pays démocratique, bien sûr, puisque nous disons tous, autant que nous sommes en démocratie au Bénin. La politique dans un pays démocratique doit être une activité publique. Et donc nécessairement, une activité de communication. Vous vous rappelez, il y a quelques années ou quelques mois encore, il y avait un chef de file de l'opposition qui, sur tout, se taisait. Ne prenait jamais la parole pour parler. Ou presque, disons ça, pour nuancer. Ou presque. Ou presque. Bon, peut-être que vous l'avez entendu. Il est arrivé des sujets sur lesquels, il a pu prendre des communiqués. Il prend des communiqués. Non, moi je ne parle pas de communiqués. Du chef de parti qui parle. Sa posture. Non, tu as traduit la posture du pays, du parti. Et non de lui en tant que chef, leader. Ok, mais c'est le parti qui parle à travers le communiqué. Mais un chef de l'opposition qui est dans un pays où il y avait inflation, c'est le gouvernement qui est allé sur le terrain, vous vous rappelez, pour parler de l'inflation. Le chef de l'opposition, on ne l'a pas entendu parler de ça. Et c'est comme ça qu'on fait la politique depuis un certain temps au Bénin. C'est-à-dire que les sujets qui concernent le citoyen, on ne s'intéresse pas à cela. Et on ne parle pas de cela. Et on doit se taire, on doit se donner le droit de se taire. Moi, je crois que ce n'est pas du tout ça la politique dans un contexte démocratique, bien sûr. Ce n'est pas du tout ça la politique. La politique, c'est au quotidien. C'est au quotidien. C'est tous les jours que les citoyens sont affectés dans leur existence des décisions prises par-ci, par-là,
De sorte que le rôle du parti, c'est de leur expliquer pourquoi cette décision-là vous affecte et qu'est-ce que ça va vous produire d'ici 5 ans. Rappelez-vous, quand le président de la République a pris la parole, a pris le pouvoir au début, il nous a dit, mais serrez la ceinture, 2 ans, ça va passer. On a fait 2 ans, je ne sais pas si c'est passé. Et nous y sommes encore. Et nous y sommes. Le peuple a besoin d'explications sur pourquoi, 2 ans après, ce n'est pas passé. Et nous sommes encore dedans. Vous avez parlé des réformes, beaucoup de réformes. Moi, je ne veux pas rentrer dans les réformes. Vous permettez, mais les réformes... Docteur Paul Maïwe, si vous permettez, je propose quand même qu'on puisse recentrer. Oui. Moi, j'ai l'impression que ça va un peu dans tous les sens. Non, parce que... recentrons le sujet sur, évidemment, la problématique du jour qui est celle liée à un individu, à un président de parti politique qu'on aurait souhaité entendre après les législatives de 2023 et qu'on n'a pas entendu, en tout cas jusqu'à présent, certainement ou éventuellement que cela se mijote et que dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, il va prendre la parole. Mais pour l'instant, on essaie quand même, d'objecter, de supputer, d'analyser ce qui pourrait expliquer sa posture, plutôt que de généraliser sur des aspects qui ne sont pas forcément à l'ordre du jour aujourd'hui. Non, mais je voudrais dire que l'individu dont vous parlez est au centre de l'activité politique du Bénin, à la tête d'un parti qu'il a qualifié de mastodonte, que vous avez dit géant. À partir de cet instant, des résultats. à partir de cet instant, tout ce qu'il fait impacte une majorité de Béninois. Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc, on ne peut pas parler de cet individu sans parler de l'ensemble des choses qui affectent les Béninois. Ok. Bon, moi, pour ne pas, donc, comme vous le dites, aller dans les détails de l'autre côté, mais il a lancé des pics aux enseignants d'université à travers. On va peut-être y revenir dans le cadre d'un débat beaucoup plus général où on pourra peut-être décortiquer chaque aspect de la question. Pour l'instant, je préfère vraiment qu'on. Oui, je voudrais qu'on se calme, mais ce serait un peu quand même dommage de ma part de recevoir tout cela sans rien dire. C'est-à-dire que. On va y revenir. Docteur Paul Maïwe, je sais que vous piaffez d'impatience de réagir sur le sujet, de donner votre appréciation du sujet. C'est vrai qu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent de plus en plus dans les rangs des universitaires. Donc, pour évidemment chacun opiner sur la question. Mais bon, je vous promets que dans le cadre de notre débat, dans notre forum de discussion, on va pouvoir revenir là-dessus. Ok. Donc, de toutes les façons, ce qui est important, c'est de savoir que ce n'est pas les élections passées. Nous sommes déjà dans l'activité. Vous voyez, les réformes, on l'a annoncé. On a dit, on fait réforme à l'université, on installe tel organe. N'est-ce pas? C'est déjà de l'activité politique dont le chef du parti qui se veut le premier parti du Bénin doit sortir pour donner des explications, parler de pourquoi cela, quel résultat que nous allons avoir. Bien sûr que le président a annoncé et a expliqué un tout petit peu, mais on s'attend à plus que ça, parce qu'il y a beaucoup de non-dits. Et donc, je dis, l'activité politique, c'est au quotidien. L'activité politique n'attend pas et on se tait à un moment donné, sinon, n'allez pas en politique. Vous devez parler ce n'est pas aux militants seulement, parce que vous rédigez un peu son interaction avec les populations à ces militants. Non, il est à la tête d'un parti politique qui se veut national. Et donc, il doit s'adresser aux Béninois du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, du centre. Il doit s'adresser à tout le monde et à tout moment bien sûr, nous soutenons le gouvernement. Ça va dans ce sens parce que d'ici là, vous allez voir, ça va produire ça, ça va produire ça, ça va produire ça. C'est ça l'activité, c'est ça si je ne vous interromps, au Parlement, le Parlement, notre groupe politique va faire telle chose pour que cette réforme puisse aller dans tel sens ou bien prendre des expertises, etc. Le Parlement ne vient que de prendre fonction. Non, pas que fonction. C'est-à-dire. Alors, si vous permettez, messieurs. Joël, mais l'activité politique n'est pas. Le Parlement a pris fonction il y a une semaine au moins. Mais c'est au quotidien. Non, ils avaient même. En fait, je viens contre les anciens supérieurs parce que je mets beaucoup d'activités avec eux. Donc, on a beaucoup à dire. On va fermer la parenthèse. Parlant de Djokbenou, écoutez, vous avez qui vous souviennent qu'au moment où le chef d'État a voulu mettre en place les réformes, c'est la commission qui a travaillé pour la commission qui a été mise en place pour les réformes institutionnelles, politiques et autres, c'est sous l'égide du président Djokbenou.
que cette commission a travaillé. Vous le savez bien. Ça veut dire qu'il est dans l'intelligence, en fait, des réformes. Et dès lors que son parti accompagne le chef de l'État, il partage les mêmes réalités que le chef de l'État. Et par conséquent, ce parti se réclame être de la mouvance présidentielle. Vous comprenez bien que la pédagogie des réformes qui se collent à travers le gouvernement est quasiment la même chose. Vous aurez souhaité qu'ils prennent la parole. Ce qui n'est pas mauvais. Mais écoutez, en politique, on ne prend pas la parole pour prendre la parole. C'est pas la parole n'importe comment. N'importe comment. C'est pour ça que j'ai dit, mais la parole, si elle est chère, par exemple, de façon, la parole ordinaire est chère, la parole politique, elle est 2 fois, 3 fois, 4 fois chère. Vous savez que c'est la communication, même le silence. Je rappelle qu'en fait, dans la communication, il y a la communication verbale et la communication non verbale. Même votre silence est parlant. C'est pourquoi j'ai dit, mais nous sommes dans l'univers de la dialectique, de la parole et du silence. Il faut savoir à quel moment il faut parler et à quel moment il faut se taire. Et ici, nous venons de faire une élection. Est-ce que vous pensez que c'est un peu précoce? Il faut se taire d'abord. Réclamer la parole. Il y a un bilan qui se fait et pour des actions futures. Et je crois que c'est dans cette perspective qu'actuellement, le président du parti n'est pas encore sorti, puisque jusqu'à présent, il n'est pas encore sorti pour faire le bilan. Il y a eu un bilan qui a été fait au sein du parti et avec le chef de l'État, avec le leader qu'ils accompagnent. Maintenant, il reste maintenant à décliner ça en action concrète. Je n'ai rien Monsieur contre. Francis, il est sorti déjà en démissionnant, il est sorti déjà. Mais Et écoutez, la démission, oui. la démission, c'est après que des électeurs l'ont élu. savez, Et donc les électeurs ne vont pas attendre qu'il fasse je ne sais quel bilan avant de venir leur dire pourquoi il a démissionné. Je rappelle encore que, écoutez, le chef de l'État a un mandat, par exemple, pour former son gouvernement. Et c'est lui qui fait appel à qui il veut, à qui il donne des missions. C'est lui qui répartit les rôles au sein du gouvernement. Et c'est pareil, en fait, pour les partis qui l'accompagnent. Vous l'accompagnez, vous devez échanger avec lui pour qu'il vous dise dans quelle orientation, dans quelle vision vous devez travailler. Et par conséquent, les partis qui l'accompagnent, forcément, sont obligés d'être à l'écoute des orientations. Monsieur est-ce le silence qui a fait que le journal si du vous parti ne ne pouvez paraît pas plus depuis les élections? C'est dangereux pour un parti politique. Écoutez, Tout au moins, on doit avoir le message du chef du parti. Au-delà de ce que le chef du parti se définisse un credo, que ce soit hebdomadaire ou peut-être mensuel, pour tenir en haleine l'opinion, tout au moins ramener les caméras sur lui. On doit savoir que ça montre que nos partis politiques n'ont pas de perspective. Et si les partis ont travaillé en amont... C'est un avis, pardon. Ce n'est pas précis. Alors, si vous permettez, si vous permettez, messieurs. Si vous permettez. C'est ce que dit Attadé en disant qu'ils Ils doivent fonctionnent sous le- attendre que le président leur donne. Ils doivent avoir leur agenda. C'est D'accord. quoi on dira? D'accord. Ils doivent avoir leur agenda. On va redescendre, on va faire descendre un peu le mercure qui bon, semble voilà. en train de monter. Avec Maurice Tantan qui est notre stabilisateur par ici. C'est lui le stabilisateur. Quand ça commence par monter un tout petit peu, on veut mettre un peu, voilà, donc de l'enzyme bêta. Bon, c'est lui notre enzyme bêta et qui a pour action d'inhiber l'action inhibitrice, voilà, du mercure. Donc, évidemment, Maurice Tantan, bonjour. Bonjour Rodrigue Eban Amégan, bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, on a posé la question du jour à nos amis internautes. Que pensez-vous du silence de Maître Joseph Diogbenou qui a préféré aussi céder son siège de député à son suppléant Orden Aladati? Ils ont été, pourquoi pas, peut-être éventuellement nombreux à répondre. Très nombreux. Beaucoup a réagi sur la question du jour de ce matin, évidemment, quand ça touche la politique et un personnage comme Joseph Diogbenou, évidemment, les réactions sont nombreuses et vous allez voir dans les commentaires, chacun a un peu son avis sur le sujet, des hypothèses, des explications d'un point de vue personnel pour tenter de comprendre le silence, mais aussi la démission du professeur Joseph Diogbenou du Parlement béninois. C'est ce que nous allons voir donc dans les avis sur Facebook aujourd'hui essentiellement. Jean Zounon nous écrit le premier en disant « Quand on n'a rien d'important à dire, on se tait, dit-on. Mais en politique, c'est une stratégie que Maître Joseph Diogbenou est peut-être en train d'utiliser, sachant que le Parlement actuel est un Parlement de transition. Il a sûrement préféré ne pas embarrasser les siens, étant donné qu'il est le président de l'Union progressiste, le Renouveau, parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Voilà donc l'explication qu'a tenté Jean Zounon sur notre page ce matin. Marc Finafa nous dit « En politique, rien ne se fait par hasard. Demain se prépare dès à présent. À mon humble avis, écrit-il, c'est dans la perspective d'être candidat à l'élection présidentielle de 2026 que M. Diogbenou se prépare ainsi. »
Koumassa Maurice, à présent, a également livré son commentaire. Il nous écrit ce silence de Maître Diogbenou pourrait être synonyme de vouloir revenir en force sur l'échiquier politique béninois. Cependant, sa démission de l'Assemblée nationale, c'est sans doute pour éviter une nouvelle humiliation, puisqu'il n'a pas fait mieux dans sa circonscription électorale pour prétendre à la tête du Parlement face à d'autres élus qui ont fait plus fort que lui dans les leurs. On va prendre encore 2 commentaires sur la question du jour. Mathieu Degas écrit « Rien n'est gagné d'avance en politique. N'oublions pas que Joseph Diogbenou a été presque battu dans sa circonscription électorale. Cela a pu peser lourd dans la course à la tête de l'Assemblée nationale et explique ainsi son retrait en sciences politiques, écrit-il. Le leadership et les critères de confiance des électeurs sont capitaux dans les positionnements, nous rappelle donc cet internaute. Et on va terminer avec l'avis de Roland Bocor qui nous écrit ceci. Il serait osé de parler de la décision de cette personnalité politique sans faire un lien avec la volonté de son mentor qui est le président de la République. Ce dernier aurait peut-être d'autres missions futures pour lui, ce qui serait une explication logique à son choix de ne pas siéger au Parlement. De même, les négociations en coulisses pourraient ne pas avoir garanti le soutien du bloc républicain s'il s'était porté candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. Voilà autant de supputations, d'explications que nos amis internautes ont tenté d'apporter au débat de ce matin au sujet de la question du jour. Merci Maurice Tonton, je pense qu'ils ont été bien inspirés en évoquant certains aspects déjà dont les éditorialistes ont fait cas sur le plateau. Mais surtout, il y a un aspect peut-être éventuel qu'on n'avait pas vu venir et qui a été soulevé par les internautes Dr Paul-Marie Ouessou, Maître Joseph Diogbenou, enfin au regard du score du Parti Union Progressiste Le Renouveau dans la 16e circonscription électorale, presque, on va le dire ainsi, battu par le parti les démocrates. Il s'est senti un peu dans une posture d'équilibriste, pour cela jouer un tout petit peu moins visible. Alors là, il a manqué de montrer qu'il est un leader. Enfin, on n'a pas dit que c'est ce qui est. Bon, c'est un argumentaire apporté par les internautes. Oui, on s'appuie sur cet argument et il comprend qu'on s'appuie sur l'argument. Que si c'est cela, c'est alors qu'il a manqué de montrer qu'il est un leader. Et le leader, qu'il soit élu juste ou pas, à partir du moment où il est élu, il rentre dans son rôle de leader, et il prend les rênes et il commande. Voilà. Mais maintenant, ce que moi je voudrais ajouter à tout ce que nous avons dit jusque-là, c'est-à-dire que Maître Diogbenou a tout le droit de se taire ou de faire chose-là. Mais il faut reconnaître que le rôle dans lequel il est ne lui permet pas de se taire. Parce qu'on a dit, dans la Constitution, c'est dans les lois, je crois la charte des partis, que les partis politiques animent la vie publique. Et la vie publique, c'est expliquer aux citoyens, aux électeurs, ce qui se passe, les éduquer, les orienter, leur donner une vision du futur qu'ils n'ont pas maintenant, et leur dire, nous allons vers ça, et nous irons comme ça, comme ça, comme ça. Expliquer aussi des choses qui se passent maintenant, qui font que, bon, par exemple, il y a eu ce drame d'Assa. Je crois que les partis politiques sont sortis. Je ne sais pas s'il y a eu communiqué s'il y a eu un communiqué, c'est déjà une bonne chose. Mais il y a que sur la vie au quotidien, les partis politiques, les chefs de partis politiques, on doit les entendre. C'est une obligation légale. D'accord. Donc ce n'est même pas un choix. C'est une obligation. Merci, Dr Paul-Marie. Je voudrais pour finir en 30 secondes dire qu'en fait, ce n'est pas forcément le chef du parti politique qui doit prendre la parole. Le chef du parti politique peut missionner des gens pour aller parler de notre parti. Et beaucoup de partis ont des porte-paroles même. Vous savez même que même à l'Assemblée, vous avez un porte-parole. Vous avez votre collègue qui est... Donc, il y a toujours un porte-parole, il y a toujours des gens qui mènent des activités au nom du parti, mais ils reçoivent un mandat, en fait, de la coordination qui gère le parti.
Donc, il ne faut pas qu'on fasse une fixation sur le chef du parti, forcément. D'accord, très bien. Merci Maurice Tonton. On se retrouve quant à nous demain sur 5 sur 7 matin. Et on finit justement ce débat sur Maître Joseph Sifamé Diogbenou et on ouvre à présent le volet international de ce forum de discussion avec toujours mes invités. C'est très chaud ce matin avec Francis Elo Jatade, Dr Paul-Marie Ouessou et Ange Banouin. On en vient à présent sur le sujet du Burkina Faso. Le Burkina Faso qui n'en finit justement pas de sortir de ce carcan macabre dans lequel le pays est enlisé depuis pas mal d'années déjà. Et même l'arrivée au pouvoir du jeune capitaine Ibrahim Traoré ne semble pas émousser l'ardeur des ennemis de la liberté après faire tourner le compteur macabre. Francis Elo Jatade. Non, je crois que je suis un peu peiné, mais je constate que le capitaine prend toutes des mesures parce qu'il y a eu beaucoup de concertation. Il y a même, depuis un moment, une fédération qui est en téléchargement avec le Mali. L'objectif final, c'est de faire en sorte qu'il puisse endiguer en fait, le terrorisme. Les djihadistes ont des méthodes multiformes d'action. Et le contexte aujourd'hui est un contexte difficile puisque vous savez que la force Sabre, les 400 soldats français qui ont été démobilisés, qui doivent partir, je crois qu'ils ont un mois pour déguerpir. Ce contexte n'est pas favorable, très favorable parce que les Français n'ont pas digéré ça. Les djihadistes aussi veulent profiter de la guerre qui est entre la France et le Burkina pour opérer. Je crois que le président Traoré n'est pas laissé les bras croisés. Mais ce mal ne peut pas être réglé par le Burkina seul. Et c'est dommage que le Burkina connaisse trop de victimes. Il y a beaucoup d'écoles qui sont fermées, il y a des civils. Vous savez qu'il y a des populations qui sont déplacées. On n'en parle presque pas, mais on cite les morts. Je crois qu'en 4 jours, il y a 70 morts. Bon, évidemment, cela suppose qu'il faut aller à l'origine du mal terroriste. Au-delà des grandes rencontres, que ce soit au niveau de l'initiative d'Accra, que ce soit au niveau du sommet de la CEDEAO et au niveau bilatéral avec le Mali, ça ne suffit toujours pas. Ça veut dire qu'évidemment, il y a des ennemis tapis dans l'ombre qui ont intérêt à ce que ce mal perdu parce que ça alimente un réseau. Et c'est surtout le nord. Vous voyez la zone des trois frontières, par exemple. Et récemment, l'attaque, c'est au nord, en fait, vers la frontière du Mali. Vous savez évidemment qu'on peut soupçonner des bras, mais c'est peut-être prématuré, trop tôt d'en parler. Je crois qu'il faut investiguer. C'est pourquoi, à l'occasion de l'initiative d'Accra, il y a eu, entre autres, les 3 axes. Le premier axe, c'est le partage d'informations et de renseignements. C'est capital. Maintenant, il faut coproduire la sécurité. Il faut que les populations se mettent en intelligence avec les forces de défense et sécurité pour que nous puissions lutter efficacement. Il n'y a pas que les armes. Il y a l'information qui va permettre de dissuader, en fait, de contrer l'avancée du mal terroriste. Maintenant, il y a aussi la formation du personnel. Parce qu'il faut dédier en fait un personnel à cela. Il faut faire en sorte que ce soit des gens qui aient des méthodes et des stratégies parce que les terroristes, en fait, c'est une guerre asymétrique. Et là, il faut multiplier les stratégies et les méthodes. Au-delà de l'équipement, qui est peut-être lourd et qui est coûteux, et qui oblige qu'ils aillent à la mutualisation de leurs moyens, il faut faire en sorte qu'on internalise la lutte. Il y a eu un sage burkinabé qui a dit qu'au lieu de développer rien que la stratégie des forces militaires et de défense, il faut faire en sorte qu'on puisse tenir compte des réalités endogènes. C'est-à-dire, il a même suggéré que le Bénin a le 10 janvier, qui est la fête des cultes, la fête du vaudou et puis la fête des traditions. Il faut trouver une journée, par exemple, au Burkina pour dédier ça aux traditions afin que nous tenions compte des solutions endogènes pour contrer. Parce qu'en fait, ceux qui sont terroristes, c'est les nôtres. Parce que ceux qu'on abat, je n'ai pas vu un blanc. Je vois rien que des noirs. Ça veut dire que ce sont nos frères, en fait, qui sont enrôlés parce que, étant peut-être vulnérables, ils ont été enrôlés parce qu'apathés. Et quand ils ont eu de l'argent facile, on les a mis dans le crime. Maintenant, ceux-là, pour les démobiliser, il faut cette, in fine, améliorer la qualité de la gouvernance pour que chacun puisse trouver son compte. Maintenant, il faut coproduire la sécurité, il faut que les populations civiles soient en intelligence avec les forces de défense et sécurité pour qu'ils puissent lutter. Maintenant, il faut que l'État aussi trouve les formules les plus idoines et s'équipe, se dote de moyens adéquats pour lutter contre
le mal. D'accord. Alors, Ange Banouin, on a vu toute la volonté affichée du capitaine Ibrahim Traoré pour endiguer ce mal terroriste. Ça fait partie d'ailleurs des raisons qui ont motivé son coup d'État pour éjecter Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui lui aussi avait fait un coup d'État à Roch-Marc Christian Kaboré. Pour l'instant, autant dire qu'il n'est pas vraiment en train de faire mieux. Même s'il montre une volonté affichée, la diversification des partenaires du Burkina Faso, pour l'instant, ça ne marche pas. D'emblée, ça ne marchera pas. Ce ne serait même pas péremptoire. Être péremptoire, c'est peu le dire. Parce que la posture ce qui se joue actuellement au Burkina, qui est, il y a de cela encore quelques mois, était presque à 40% contrôlé par les terroristes, cela est l'expression même du manque de réflexion et de l'intelligence africaine. D'aucuns diront même que, quelque part, le continent africain est le continent qui a le moins de stratégie. C'est le continent où, véritablement, vous n'avez pas de stratégie, même si nous avons des organisations comme la CEDEAO, l'UEMOA. Et vous avez même pu constater que les principaux acteurs, et mieux, vous avez pu constater qu'en réalité, la réponse au terrorisme, ce n'est pas une question d'avoir un militaire au pouvoir. Donc, d'où, forcément, il faut retourner aux stratégies. Et au-delà du diagnostic, de la coproduction de la sécurité, le véritable élément pour pouvoir endiguer le terrorisme, c'est la mise en œuvre de stratégies militaires. Et ce n'est pas à travers des armadas ou à travers des contrats avec des groupes, des milices privées. C'est plutôt à travers l'intelligentsia qui doit réfléchir. Des groupes de sécurité privés. Oui, des groupes. Mieux. Oui, bon, tout à l'heure, des groupes de sécurité privés. C'est qu'il faut véritablement que les Africains prennent le temps de définir leur stratégie dans la géopolitique mondiale. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est devenue, je ne dirais pas est devenue, l'Afrique était déjà reconnue comme être un gâteau que les Occidentaux ont partagé, mais aujourd'hui, on voit que la guerre des puissances occidentales aujourd'hui se joue sur le territoire africain. Et lorsqu'on parle du Burkina avec ces chiffres macabres, on ne parle, c'est parce que si on ne parle même pas du Mali aujourd'hui, c'est parce que officiellement, au regard je ne dirais pas de l'omerta qui est fait à l'endroit d'une certaine presse comme on la tague, c'est lorsque les chiffres fuitent qu'on a écho de la réalité, de ce que vivent les populations. Et vous aurez pu voir qu'il y a un as des présidents en griffe, je ne dirais pas, des putschistes qui se consolident entre Bamako, Ouaga et puis Conakry. C'est des éléments qui, dans une certaine mesure, ne rassure pas dans une perspective sécuritaire. Parce que la géopolitique et la géostratégie militaire, ça rime. Et tant que, vous voyez par exemple, lorsque la barrière ne serait pas bien mise du côté du Burkina, ce serait le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire qui vont non seulement en pâtir. Et cette stratégie ne peut pas aller dans la mesure où les 7 pays que je viens de citer ont une autre stratégie militaire qui ne s'arrime pas avec l'autre pays ou bien les autres pays qui, eux, vont en lien avec des groupes militaires privés. D'accord. Allez, Dr Paul Maïwesso, pour finir sur le sujet, comment le Burkina Faso se tire de ce boucan d'enfer? Excusez-moi, moi je crois que le Burkina va s'en sortir. Il y aura encore peut-être quelques difficultés, mais le Burkina va s'en sortir. Moi j'ai suivi 2 interviews. L'une de l'ancien président, Paul-Henri Damiba, et l'autre du président actuel, Ibrahim Traoré. Et je comprends les divergences qu'il y a au sein donc, des militaires eux-mêmes sur la question. Paul-Henri demande qu'on aille négocier avec démobiliser par négociation, c'est ce qu'il a dit, les terroristes, alors que, comment il s'appelle Ibrahim Traoré dit non. Que lui, on ne négocie pas avec les terroristes. Et donc, moi, je crois qu'il y aura encore un peu de perturbation dans la vie sociale, économique et politique du Burkina, mais ça va se stabiliser. D'accord. Et puis, on reste avec vous pour évoquer le dernier sujet. Il s'agit bien sûr des élections générales au Nigeria. On attendait les premiers résultats pour hier, malheureusement. Ça n'a pas abouti. Il y a juste qu'un seul État, un petit État d'ailleurs, qui a livré les résultats pour le
le scrutin ou les élections générales. 3 candidats sont principalement favoris pour évidemment la présidentielle. Il s'agit de Bola Tinubu, donc de l'EPC, le parti au pouvoir, Atiku Abubakar du PDP de l'opposition et Peter Obi du Parti travailliste. Pour l'instant, Peter Obi est en train de s'ériger un peu comme l'outsider. Oui, le Nigeria, c'est un pays, on va dire mythique, pour faire un peu court. C'est un pays mythique et c'est, on dit aujourd'hui, la plus grosse démocratie de l'Afrique. Avec autant de millions de personnes qui il y avait 85 millions de personnes qui étaient attendues aux urnes. Qui vont aux urnes. Moi, je voudrais dire que le Nigeria, le problème de la démocratie, puisque les résultats étaient prévus pour être annoncés très tôt, hier ou avant-hier, depuis, mais on a dû arrêter le processus. Même si sur BBC on a déjà presque tous les résultats, mais c'est que le Nigeria est un pays qui, à mon sens, si les Nigérians se retrouvent et retrouvent leur identité, va vraiment faire la fierté de l'Afrique et va se développer. Seulement, c'est le problème qui se pose. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a beaucoup de comédies. Il y a beaucoup de comédies dans la politique nigériane et ces comédies jouent sur le résultat que le Nigeria peut produire au plan économique, au plan politique même et au plan social. D'accord. Ange Banoué, il y a des personnalités qui prennent la parole, des figures, des stars, des vedettes qui prennent la parole. On a vu Burna Boy par exemple qui a tweeté « Laissez le Nigeria décider, n'essayez pas de faire la magie avec les résultats ». C'est dire qu'on est déjà en train de craindre la manipulation des chiffres. C'est le refrain presque habituel partout désormais. Ben, vous savez que aujourd'hui, malgré qu'à un moment donné, on ait pensé que on ne puisse gagner les élections, que en réalité, dans les urnes, qu'il y a d'autres velléités, quoi qu'on dise. Et dans cette perspective, et mieux, lorsqu'on analyse et qu'on voit que l'un des principaux candidats, je ne dirais pas l'une des figures, se retrouve être du parti au pouvoir, d'emblée, comme un reflet, on se dit, on se dit que forcément, si sur le terrain, on pense qu'on pourrait véritablement gagner, le jeu pourrait se jouer parce que nous n'avons pas le contrôle de l'appareil d'État, dont nous savons tous, je ne dirais pas, les subtilités. Et c'est sur cet aspect qu'aujourd'hui, la démocratie se joue chez nous, en Afrique. C'est sur la vérité des urnes, malgré aujourd'hui les efforts qui se font, je ne dirais pas cas un cas un, pour que l'organisation des élections soit de plus en plus relève beaucoup plus de transparence que chose là. Mais l'autre élément, c'est qu'en ce qui concerne par exemple, les gens parleront peut-être de la participation ou bien, mais moi j'observe et je remarque qu'aujourd'hui, le Nigeria, quand on voit les principales figures, c'est qu'on a beaucoup plus des fortunes. C'est-à-dire quoi? Cela voudra dire qu'aujourd'hui en Afrique, on réfléchit plus trop par rapport à la stratégie, mais on réfléchit beaucoup plus à je ne dirais pas, à la surface économique des candidats. Ce qui véritablement, malheureusement, nous révèle un revers parce que développer un pays, ce n'est pas être immensement riche, mais plutôt avoir des visions d'avenir. Le prochain président du Nigeria doit s'atteler à sortir le pays d'une grave crise économique dans laquelle elle s'est engluée, avec évidemment la crise du Naira qui, d'ailleurs, les monnaies sont en train même d'être, je veux dire, de ne même plus être disponibles. L'État est en train d'adopter d'autres stratégies. Il y a la crise sécuritaire qui est là. Donc, en gros, il a du pain sur la planche. On parle d'un second tour qui serait même envisageable pour ce scrutin-là, pour la première fois d'ailleurs au Nigeria, entre Bola Tinubu et Atiku Abubakar. Oui, vous dites parce que le Nigeria est un grand pays, c'est une puissance économique. Vous savez évidemment que selon les chiffres que nous avons, d'ici à 2050, le Nigeria sera le 3e pays le plus peuplé du monde. Et vous savez évidemment qu'à l'occasion de ces élections, ils ont performé parce qu'ils ont mis de la nouvelle technologie. C'est vrai qu'il y a une reconnaissance faciale et digitale. Et en principe... Même si ça a bugué un peu. Oui, voilà. En principe, à travers les TPE, les terminaux, on pourrait avoir vite les résultats. Mais je crois que la Commission a 14 jours pour produire les résultats. Il y a eu certains États dans lesquels il n'y a même pas eu le vote, donc ils ont dû reprendre en fait le dimanche. Alors il faut dire que globalement ça fait en fait 216 millions d'habitants. Ils sont 87 millions à être appelés pour le vote.
pour 176 000 bureaux de vote. Et il faut avouer évidemment qu'il y a eu de la violence. Puisque c'est dans un contexte d'insécurité. Vous avez les Boko Haram, les djihadistes, et puis il y a la réforme monétaire qui est en cours. Il y a l'inflation, parce que la vie devient très chère. Vous savez bien que les gens font la queue. Écoutez, il y a un certain pays de désordre. Excusez-moi, le président doit pouvoir assainir. Depuis 2015, quand Boire est venu, il a fait 8 ans de 2 mandats. On a estimé qu'il pouvait engager des réformes courageuses. Il a été malade et puis il a été longtemps resté à Londres. Voilà, c'est ça. Ça a fait évidemment qu'il n'a pas pu mettre en œuvre la politique la plus efficiente. C'est bien que son parti, l'APC, n'est pas en bonne posture. Il avait un vice-président quand même. Mais oui, mais écoutez, le président de la République, après tout, reste le chef de la politique. Donc il faut réformer. Maintenant, non, mais écoutez, les Nigérians sont plus outillés que vous et moi, et savent bien ce qu'il faut pour le Nigeria. Vous savez que les puits pétroliers sont volés tout le temps. Donc il faut que le président qui vienne ait une politique pour sécuriser en fait les puits pétroliers. Il faut suivre de près en fait la réforme monétaire qui est en cours, puisque les gens ont mis leur argent à la banque, ils n'ont même plus accès à la banque, et puis lutter contre la pauvreté, la paupérisation. Donc il y a de grands défis qui attendent le nouveau chef d'État nigérien. Et je crois que le Nigeria partage 175 000 km de frontière avec le Bénin, donc c'est un voisin avec qui nous devons coopérer. J'ai même suggéré qu'à un moment donné, il faut que le Bénin dédie en fait un ministère à la coopération avec le Nigeria, parce que vous savez évidemment que c'est un grand marché pour 216 millions d'habitants, et puis pour 2050, ils seront peut-être 3e puissance démographique du monde. Il faut qu'on fasse en sorte que nous puissions coopérer au mieux avec le Nigeria pour avoir le meilleur profit. Merci beaucoup à vous, Francis Lojatade, analyste politique. Merci également Ange Banouin, journaliste, analyste politique aussi. Vous êtes écrivain, essayiste. Merci, Dr Paul-Marie Wessou, vous êtes théoricien de la gouvernance d'État. Au plaisir de nous retrouver très prochainement pour continuer par parler politique, évidemment, si vous le souhaitez bien. Parler de la réforme à l'université, bien sûr. Pourquoi pas, dans les prochains jours.